Salut, bonjour à tous, c'est Frédéric. Bienvenue de retour sur la French Connection. Tout de suite, le 7e épisode de notre mini-saga série sur Jean-Luc Brunel. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Les commentaires sont très importants. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est aussi qu'important que de mettre les pouces en haut. Pour nous, on a besoin de savoir vos réactions. J'aime entendre vos réactions. Et puis, bien sûr, ça nous aide à prendre une direction, savoir si on fait des erreurs ou si peut-être il y a des choses qu'on pourrait faire beaucoup mieux. N'hésitez pas, on est ouvert à la critique. Alors, tout de suite, bien sûr, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir ce que l'OCRVP a fait jusqu'à maintenant, pourquoi il y a des barrages. On va regarder tout cela tout de suite. Restez avec nous. Allez, c'est parti. Alors, un Jean-Luc Brunel affaibli, nous dit-on, il a 74 ans, un septagénaire accusé de viol, d'harassement sexuel, d'agression sexuelle sur mineurs. Ce sont les plaintes qui ont été déposées par des Françaises, mais aussi par des étrangères. Elles parlent tous d'une époque des années 1990, pour certaines des époques un petit peu plus récentes, mais en tout cas, elles décrivent toutes le même motto operandi avec un Jean-Luc Brunel qui va loger ces jeunes filles à l'époque où il était recruteur de mannequins pour Karen Model. Alors, on va apprendre qu'il va les amener en boîte, qu'il va les sortir, il va un petit peu les gâter, il y aura de la cocaïne, il y aura un petit peu de drogue dans les verres. Elles vont être ramenées chez Jean-Luc Brunel et lui et ses amis essaieront de prendre avantage de ces pauvres jeunes filles. Elles ne savaient pas du tout, en tout cas, qu'elles étaient tombées dans les griffes du loup. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a des accusations aux États-Unis, comme vous le savez. Il y a quelques victimes qui, dans leur témoignage contre Ghislaine Maxwell et contre Epstein, ont fait aussi mention de Jean-Luc Brunel en expliquant qu'il avait un rôle. Il avait un rôle de rabatteur pour Jeffrey Epstein. Il était responsable pour faire les visas pour ces jeunes gamines, utilisant la couverture de son agence de mannequins, la fameuse MC2 Model Management à Miami, New York et Tel Aviv, pour alimenter ce trafic pédocriminel. En tout cas, ce sont des allégations, ce sont les accusations qui ont été faites dans les dépositions des victimes aux États-Unis. Ça fait quand même un petit peu beaucoup. Alors, on apprend à travers une déclaration de son avocate, Madame Corinne Dreyfus-Smith, qu'il est tout simplement affaibli, qu'il est psychologiquement affaibli. Il ne veut pas faire de déclaration à la presse. Il ne réserve en tout cas ses commentaires juste pour la justice française. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu aucun commentaire puisqu'il n'a pas été interrogé. En tout cas, on sait qu'il est en France. Elle nous confirme qu'il est bien en France, qu'il n'est pas en cavale, qu'il se tient à la disposition de la justice. On croirait vraiment rêver. C'est-à-dire que le monde entier, c'est-à-dire pas juste un pays, quelques villes, quelques personnes, le monde entier, vous allez sur Internet, vous passez un petit peu de temps, vous regardez l'affaire Epstein, le mot Jean-Luc Brunel est dans tous les reportages, dans tous les documentaires, dans tous les articles. Tout le monde pose des questions, les victimes posent des questions, les Français, les Américains, les Anglais, les Australiens, tout le monde pose des questions, mais pourquoi Jean-Luc Brunel n'est pas interrogé? Pourquoi le parquet de Paris, pourquoi l'OCRVP ne l'a pas, en tout cas, interrogé? Ça me paraît absolument incroyable. Est-il protégé sur le sol français? Nous avons une réputation malheureusement en France pour être une sorte d'asile pour les pédocriminels, que ce soit nationaux ou internationaux. Pour quelque raison qu'il soit, il se trouve qu'en France, ils se sentent en sécurité, ils ne se sentent pas gênés. Alors bien sûr, vous allez me demander qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour changer les choses. Les choses sont pas faciles puisque si elles étaient faciles, les choses auraient changé déjà depuis très longtemps. Alors nous avons des associations, des collectifs de la protection des enfants qui travaillent journalièrement. Bien sûr, on doit se poser des questions. Comment se fait-il que après toutes ces années, des vingtaines, des trentaines d'années que ces associations, pour certaines d'entre elles, existent, nous avons toujours vu aucun résultat. C'est-à-dire que la loi française n'a pas changé. Ces criminels se sentent toujours à l'aise sur notre territoire. La pédocriminalité en général n'est très peu parlée dans les médias français, c'est-à-dire les mass médias comme on les appelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Eh bien, tout simplement, il va falloir amener le débat à la première porte d'entrée de la République, c'est-à-dire le Sénat, qui va nous donner une voix. Et pour ça, il va falloir faire une pétition pour pouvoir amener à l'ordre du jour les problèmes de pédocriminalité et bien sûr les affaires internationales qui ont sévi sur le sol français. Tout ça, il faut en parler. Le Sénat, je pense, est le bon endroit pour commencer. Il va nous falloir 100 000 voix, donc une pétition doit être organisée. On a le droit d'organiser des pétitions auprès du Sénat et pour les renforcer, certainement faire des pétitions
partager cette pétition à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, pour récupérer en tout cas du support étranger, pour bien montrer qu'il y a une cohésion dans notre pétition et tout simplement que ce n'est pas juste la France, mais c'est le monde entier qui veut des réponses. Alors, concernant Jean-Luc Brunel, mais aussi bien d'autres affaires pédocriminelles qui sont toujours en cours sur le territoire français. Alors, revenons tout de suite à l'avocate de Jean-Luc Brunel, à Madame Corinne Dreyfus-Smith, qui nous apprend que Jean-Luc Brunel est bien en France, alors que tout le monde le croyait en Amérique du Sud. Alors juste pour la petite histoire de l'Amérique du Sud, quand tout le monde le pensait là-bas, un article de Paris Match nous décrit que Jean-Luc Brunel avait été vu sortir d'un fourgon noir où il allait rencontrer un éditeur et un journaliste pour parler d'un projet de livre, un projet de livre qui éventuellement le dédouanerait, qui expliquerait que tout ce qui a été raconté sur lui est faux et il nous donnerait la version de ces faits. Alors ça paraît assez incroyable puisque très rapidement, en tout cas, ce livre, on nous dira dans cet article que le projet du bouquin a été abandonné. Et puis en s'enfonçant un petit peu plus loin dans cet article du Paris Match, on apprend que Brunel et son avocate vont envisager la possibilité d'engager une entreprise spécialisée en communication de crise, un contrat que cette entreprise refusera. L'entreprise n'a pas été nommée, mais en tout cas, ils ont été assez intelligents pour se dégager de ce dossier, un dossier qui pue. Bien sûr, Corinne Dreyfus-Smith, l'avocate de Jean-Luc Brunel, nous dit qu'il est donc bel et bien en France, il n'est pas en Amérique du Sud, comme on nous l'avait dit. Et puis, elle nous dit aussi qu'il se tient à la disposition de la justice et qu'il réserve ses commentaires pour la justice française et certainement pas pour la presse. Alors, on devrait la croire sur parole. C'est assez incroyable. L'impression qu'elle nous a donné une déclaration et puis voilà, je vous jette ça et puis c'est la vérité, démerdez-vous avec. Le problème, c'est que moi, je suis assez... Voilà, j'ai du mal à croire les choses et il me faut un petit peu plus de preuves que ça parce qu'avec le montant d'accusations contre Jean-Luc Brunel, avec le montant d'atrocités que j'ai entendu concernant son cas, c'est vrai qu'il arrive un moment, on a du mal à le croire. Alors, est-ce qu'il est vraiment en France? Je vous pose la question si vous écoutez cette vidéo. Et si oui, amenez-nous la preuve. On veut une vidéo ou dites-nous où il est, on va aller lui parler. Et puis la deuxième chose, c'est tout simplement, si il est en France et qu'il se tient à la disposition de la justice, eh ben, on va à ce moment-là demander des comptes à l'OCRVP et lui demander pourquoi l'OCRVP n'a pas interrogé Jean-Luc Brunel. Parce que la liste d'accusations, les chefs d'accusation sont assez lourds, Madame Corinne Dreyfus-Smith. Alors, vous allez me dire, c'est allégué. Oui, c'est allégué, mais ça reste quand même des chefs d'accusation très très graves. Quand quelqu'un accuse quelqu'un d'avoir trafiqué des gamines de 12 ans pour les emmener chez un pédocriminel notoire comme Jeffrey Epstein, j'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il y a de plus grave que ça, quoi. Enfin, pour moi, c'est tellement à vomir que je me demande comment encore aujourd'hui on ne lui a pas posé des questions. Alors vous allez me dire, oui, c'est que des allégations, ça s'est passé à l'étranger. Jean-Luc Brunel est un Français. S'il commet des crimes à l'étranger et de toute façon qu'il est accusé d'avoir trafiqué des gamines de 12 ans de la France à un autre pays, certainement il devrait y avoir des questions qui se posent. Et si des questions ne sont pas posées, c'est nous qui allons les poser. Voilà, parce qu'il y en a marre qu'on nous raconte des conneries. Bien sûr, de mon côté, je peux concevoir que Jean-Luc Brunel décide d'adopter la politique du silence, tout simplement parce que tout ce qu'il peut dire pourrait être retenu contre lui, puisque Ghislaine Maxwell, il va falloir quand même bien comprendre une chose, c'est qu'à un moment ou un autre, il va falloir qu'elle parle. J'ai beaucoup de mal à croire qu'une fille à papa comme elle va vouloir rester 35 ans derrière les barreaux. On a vu des actions en justice d'essayer de bloquer, de ralentir l'information parce que le flot d'informations est en train d'émerger de différents cas, de dossiers d'ordre civil, mais aussi des dossiers d'ordre fédéral. Alors, il y a des plaintes criminelles, des plaintes civiles. C'est un dossier plein d'informations. Simplement, il y a un système, comme j'avais expliqué dans mes vidéos antécédentes, qui s'appelle le Discovery. Et la juge Loretta Preska est en train d'essayer de retirer le maximum d'informations. Alors, récemment, ce qui s'est passé, on a vu l'avocate générale des îles Vierges américaines demander à la juge Loretta Preska de simplement de partager toutes ces informations, puisqu'elle va porter plainte, ou elle a déjà en fait porté plainte contre la succession de Jeffrey Epstein. Alors tout ça, ça va nous donner accès à toutes les informations que Ghislaine Maxwell est en train d'essayer de bloquer.
avec ses avocats. Ils font du très bon boulot parce qu'ils ont réussi à ralentir un petit peu la sortie des éléments. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une nouvelle plainte qui est posée et donc elle a le droit absolument, en tout cas cette avocate générale des îles Vierges américaines a le droit d'avoir lecture des dossiers. Et là, je pense qu'on va apprendre énormément. On va avoir les éléments concernant les manifestes, c'est-à-dire tous les carnets de vol des 4 hélicoptères et des 3 jets privés de Epstein. Donc, on va voir exactement qui venait sur l'île, parce que c'est ce qu'elle essaye de découvrir, quels étaient les gens qui venaient et pourquoi venaient-ils. La deuxième chose, bien sûr, ça sera de pouvoir mieux comprendre, en tout cas, l'aspect financier, puisqu'elle pense qu'il y a des crimes d'ordre financier qui ont été commis sur l'île Vierge, sur les îles Vierges américaines, et pour ça, elle a besoin de lecture de tous les dossiers. Donc tout ça, c'est un angle nouveau. Je pense que c'est certainement pas une coïncidence, et je pense que très rapidement, Ghislaine Maxwell va se trouver dans une impasse parce qu'elle va pas passer 35 ans derrière les barreaux, elle va commencer à chanter. Tout comme moi, je pense que vous avez très bien compris qu'il est dans le meilleur intérêt de Ghislaine Maxwell de coopérer avec la justice américaine. En effet, elle est face à 35 années de prison. C'est une femme qui a dépassé la cinquantaine, ce qui veut dire qu'elle finirait sa vie derrière les barreaux. C'est une fille de milliardaire, elle a quand même encore beaucoup de moyens. On a vu dans les révélations financières qu'elle avait de l'argent un petit peu dans pas mal de comptes, que ce soit en Suisse, mais aussi aux États-Unis et en Angleterre. Il va falloir tout simplement qu'elle tombe d'accord avec la prosécution. Il va falloir que sa défense lui conseille de parler si elle veut réduire sa sentence. Et pour cela, elle devra prendre un accord de plaidoyer, ce qu'on appelle en anglais un plea deal. En effet, ces accords de plaidoyer, ces fameux plea deals sont très fréquents aux États-Unis. Ils sont utilisés pour tout simplement diminuer les frais du système de justice. Il faut savoir que la criminalité est en augmentation aux États-Unis. Des procès, ça coûte cher. Et puis surtout, les juges veulent des convictions. Ils veulent s'assurer qu'en tout cas, qu'ils ont la vérité. Pour cela, ils proposent des accords de plaidoyer. L'accusé va changer son plaidoyer de non coupable à coupable. Et puis surtout, il va falloir qu'il se mette à table. Et pas à table à moitié. Ça ne sera pas la moitié de la vérité ni un quart de la vérité. C'est un contrat et le contrat dit très clairement toute la vérité sous la table. Autrement, les accords ou la sentence qui était prévue pour cet accusé sera imposée. Et là, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de négociation. On finit derrière les barreaux et on y reste pendant un bon bout de temps. Tout de suite, nous retournons en France. Comme je vous l'avais expliqué, donc une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Paris au mois d'août 2019, essayant de comprendre le volet français de l'affaire Epstein. L'avocate de Jean-Luc Brunel, Madame Corinne Dreyfus-Smith, déclara qu'elle était étonnée de ne pas avoir été convoquée, elle et son client, Jean-Luc Brunel, dans le cadre de cette enquête. Elle ira un petit peu plus loin en disant ironiquement que certainement l'enquête n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il faut savoir que Corinne Dreyfus-Smith est une avocate de droit pénal international, c'est une experte. Elle aussi confirmera que tous les faits et toutes les plaintes qui avaient été déposées à l'encontre de Jean-Luc Brunel étaient prescrites, donc il n'y a pas de suite. Et puis, ironiquement, elle rajoutera, d'ailleurs, c'est assez incroyable, elle dira, de toute façon, et je quote un petit peu, elle dit oui, de toute façon, toutes ces filles, elles n'étaient qu'intéressées après l'argent, parce que c'est vrai que les indemnisations aux États-Unis sont beaucoup plus conséquentes que celles en France. Ah, Corinne Dreyfus-Smith. Oh mon Dieu. Mais quel manque de respect pour les victimes. Si c'était votre fille qui avait été violée, madame, si vous étiez l'avocate d'une victime dans cette affaire du volet français de l'affaire Epstein, est-ce que vous diriez des mots aussi inaudibles, des mots aussi imbuvables, des mots aussi irrespectueux? Laissez faire la justice, laissez la justice prendre cours. S'il y a en effet des faits qu'on peut reprocher à Jean-Luc Brunel, la justice les trouvera, la justice se passera. Et si elle a besoin d'un petit coup de pouce, on lui donnera. Mais d'aller manquer de respect aux victimes en disant que tout simplement elles recherchent l'aspect financier, alors que peut-être tout simplement leur priorité c'est de rechercher la justice, d'être reconnue en tant que victime, mais aussi en tant que survivante. Ce que vous dites, c'est inaudible. En quelques mots, ce qu'on vous demande de Corinne Dreyfus-Smith, c'est tout simplement d'avoir la pudeur de vous taire, de ne pas insulter les victimes et tout simplement, en tout cas, de laisser la justice faire son travail. En ce qui me concerne, moi, je suis l'avocat du diable. Je suis là pour aider les victimes, pour crier haut et fort cette injustice, alors qu'elles n'ont jamais trouvé d'oreilles ni de bras forts pour les soutenir
pour les défendre. Voilà, je suis cette voix-là, que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas, et préparez-vous à l'entendre pendant un bon petit moment, parce que je vais pas lâcher cette affaire-là, c'est imbuvable. Alors pour nous les Français, les avocats du diable, pour ceux en tout cas qui réclament justice pour toutes ces pauvres filles qui se sont fait abuser depuis les années 1990, mais aussi récemment, nous devons demander des comptes à notre administration. Accepter qu'après un an d'enquête, aucune déclaration, aucun communiqué a été issu par l'OCRVP ou ne serait-ce que le parquet de Paris, c'est absolument inacceptable. Il faut le mettre le point sur la table. Alors je vais être le premier. Voilà, je mets le point sur la table et je dis arrêtez de nous prendre pour des cons. Qu'est-ce qui se passe? Et on va poser des questions. La question, elle est très très simple. C'est premièrement, est-ce que l'OCRVP est vraiment en effet financé comme il le devrait? Est-ce qu'il travaille dans des bonnes conditions? Est-ce qu'on se donne toutes les chances pour trouver ces réseaux pédocriminels sur le territoire français? Est-ce qu'on se donne toutes les chances? Oui ou non? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est tout simplement si on a vraiment et on s'est donné tous les moyens pour réussir, pourquoi ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a un manque de volonté? Ou y aurait-il peut-être une voix venant d'en haut qui vous dirait tout simplement de lever le pied et tout simplement de ne pas y toucher? C'est une question qu'on doit se poser. On n'accuse personne, qu'on soit bien clair, mais en tout cas, c'est une question valide. Alors bien sûr, pour mieux comprendre, il va falloir faire un petit peu de recherche, il va falloir se poser les bonnes questions, mais aussi poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Et puis, dans le cadre de ma recherche, je suis tombé sur un article d'une dame qui s'appelle Anaïs Cognac. Elle est journaliste, elle avait publié un article chez Mediapart et elle explique un petit peu les fonctionnements, mais aussi dysfonctionnements de l'OCRVP. Les questions qu'elle pose sont très relevantes et je vais partager tout ça avec vous. Voilà, tout de suite de retour donc avec l'OCRVP, l'Office central des répressions des violences faites aux personnes. Il faut savoir que ce bureau travaille sous la coupole de la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire. Et donc les questions continuent. Anaïs Cognac va poser des questions au capitaine Béchu et à son adjointe Cathy Steele, leur demandant comment cette division qui s'occupe des mineurs, qui s'appelle le groupe central des mineurs, opère. Et là on apprend qu'ils ont en fait 13 enquêteurs pour gérer 70 000 dossiers par an. Comment vous pouvez expliquer cela? C'est ce que dit en fait le capitaine Béchu. Elle dit mais comment vous pouvez expliquer que nous ayons que 13 enquêteurs avec 70 000 dossiers à traiter par an, alors que leurs homologues anglais, par exemple, en ont 240 détectives. Les homologues néerlandais en ont 130 dans la même division, avec un pays, bien sûr, qui a 3 fois moins d'habitants. Comment on arrive à expliquer cela? Moi, je pose la question à la DCPJ, je pose la question à l'OCRVP, en tout cas peut-être aux autres instances de la justice française. Comment vous protégez nos enfants? Comment se fait-il que vous ne mettez pas de moyens pour que ces enquêteurs fassent leur travail, pas avec la bite et le couteau, mais avec vraiment des vrais moyens comme leurs homologues à l'étranger? Je vous invite à faire des réponses et si vous ne me les donnez pas, je viendrai bien sûr les chercher. Alors, vous avez certainement compris, ce qui m'embête avec Jean-Luc Brunel, c'est tout simplement le parcours de Jean-Luc Brunel, puisqu'il a passé une vie entière, une vie professionnelle à être accusé d'abuser, d'harasser, de tout simplement utiliser son autorité ou une place de confiance pour abuser des gamines, des adolescents, des jeunes filles pleines de rêves qui vont passer le reste de la vie à essayer de se reconstruire pour éventuellement porter plainte, demander des explications et certainement en tout cas des dédommagements pour avoir subi ce qu'elles ont subi. Alors bien sûr, beaucoup de gens diront il n'y a pas de preuves, il y a très longtemps, ce sont des allégations, mais il faut regarder le parcours de l'individu. Il faut savoir que c'est comme un petit peu un délinquant criminel. On commence par des petits crimes, des petites vols à la tire et puis on va un petit peu plus loin, on va peut-être tabasser la mamie dans la maison et puis ça finira peut-être par un vol à main armée. C'est toujours en tout cas en augmentant. Et avec Brunel, si on regarde son parcours, c'est vraiment exactement ça. Ses fréquentations aussi ont changé à partir du moment où il a commencé à partir sur les États-Unis. Il ne s'est plus lâché avec Ghislaine Maxwell et avec Jeffrey Epstein. Et c'est là que, bien sûr, le niveau d'accusation criminelle, en tout cas, a augmenté. Alors, tout ça, c'est allégué. Mais en tout cas, les accusations, ce n'est plus du molestage ou un petit peu d'épices ou de drogue dans les verres pour abuser les gamines. On parle de trafic sexuel international de mineurs. C'est très, très grave. Il y a viol, kidnapping, séquestration. Les accusations sont imbuvables. Alors, on attend bien sûr que la justice fasse son travail aux États-Unis, mais aussi en France,
pour qu'on puisse amener justice à ces pauvres victimes. Voilà, donc c'est pour ça que je suis agacé avec Brunel, c'est parce que tout simplement, il y a vraiment un parcours et le degré d'accusation et le degré de, je dirais, de criminalité qui est allégué est en courte montante. Et je crois qu'on a vraiment de la chance qu'il ait 74 ans parce qu'autrement, il serait certainement encore en train de continuer à faire ce qu'il a fait toute sa vie. Donc, on va regarder tout ça, on va essayer d'y amener des preuves, on va essayer de les récupérer à travers toutes les informations que nous avons récupérées des dossiers judiciaires américains. Je les lis tous quand ils sortent, tous les jours. Donc, je vous tiens au courant, restez avec nous. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette 7e épisode sur cette mini-saga série sur Jean-Luc Brunel. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr, il y aura d'autres épisodes. Restez avec nous. On est en train de récupérer des informations assez juteuses venant des îles Vierges américaines, mais aussi de la prosécution du juge Loretta Preska et de l'enquête, bien sûr, du FBI. On a des gens aux États-Unis qui nous informent. On a beaucoup d'informations et on les a bien avant tout le monde. Donc, restez avec nous. Je finirai par un petit mot pour Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel, oh là là. Toi, mon coco, tu es vraiment dans la merde. Et je vais te dire pourquoi. Parce que je pense que Ghislaine Maxwell, elle va se mettre à table et tu ferais bien de te mettre à table avant elle. Ça donnera une petite longueur d'avance. Il faut savoir que les systèmes judiciaires, que ce soit américains ou français, en général, tout simplement, ils regardent ton intention. Est-ce que tu avais l'intention de coopérer? Est-ce que tu as des prédispositions à jouer le jeu, c'est-à-dire à te mettre à table et expliquer pourquoi, comment, où, comment ça se fait que tu es dans tous ces dossiers-là? Tout ça, c'est des choses que tu ne peux pas négliger avant que le glas sonne. Je pense que Ghislaine Maxwell te considère comme le maillon faible de cette affaire Epstein et qu'elle n'aura aucun problème à te passer à la moulinette. Jean-Luc Brunel, tu es un agent de maquin, un recruteur, tu n'es pas le prince Andrew. Qu'on soit bien clair. Voilà, je vous remercie tout le monde. Si j'ai agacé des gens ou j'ai dit des choses qui vous ont embêté, je m'en excuse. Je fais simplement un petit peu de bruit parce que je suis agacé, je suis frustré de voir que nous n'avançons pas avec cette enquête du volet français en France. Je veux que vous m'aidiez à faire du bruit et pour cela, je vous invite à appuyer sur tous les petits boutons qui vont bien. Faites des commentaires, mettez les pouces en haut, appuyez sur la clochette, whatever, n'importe quoi qui nous aide à nous classer un petit peu plus haut dans les algorithmes YouTube seront la bienvenue. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci, ciao.